Le 12 février dernier, le Parlement grec, en dépit de l'opposition de la grande majorité de la population, a adopté le mémorandum imposé par la Troïka, Union européenne, Banque centrale européenne et FMI, proposé et soutenu par le gouvernement mis en place par l'Union européenne et la BCE, dirigé par le Premier ministre, M. Lucas Papademos, qui était vice-président de cette Banque centrale européenne. Alors, ce mémorandum signifie pour les masses grecques une diminution drastique du salaire minimum. Par exemple, on a décidé qu'il diminuerait de 22%, dans la perspective de l'aligner sur le salaire minimum des autres pays d'Europe centrale, ou du Portugal, de la Turquie, ou de l'Europe du Sud-Est. Notons que, par exemple, le salaire minimum en Bulgarie est de 123 € par mois. Cela nous donne donc une idée de ce qui est engagé en ce qui concerne la Grèce. Alors, il faut rajouter aussi qu'il y a 1 million de chômeurs pour une population de 11 millions d'habitants, que donc le gouvernement, la souveraineté nationale a totalement disparu. Le gouvernement est placé sous contrôle permanent de l'Union européenne. Il est clair que nous voyons se dérouler devant nous une régression sociale et politique pour un pays tel qu'on n'en a jamais vu et tel que c'était inimaginable en temps de paix. Alors comment peut-on comprendre une telle violence? On le sait, les bourgeoisies capitalistes des pays d'Europe, qui se partageaient, se disputaient le monde avec leurs homologues états-uniens et japonais, jusqu'à déclencher la Deuxième Guerre mondiale, doivent faire face aujourd'hui à une offensive extrêmement violente des oligarchies nouvelles qui se sont développées dans ce qu'on appelle les pays émergents, une multitude donc de bourgeoisies et qui tiennent à prendre la place et à se partager le gâteau. Cette offensive est largement victorieuse. Regardez par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, le monde musulman ou africain, destination des délocalisations de nos entreprises comme à la dernière en date, Renault au Maroc. Elles sont victorieuses grâce à l'exploitation totale des masses laborieuses, sans protection, à l'instar de ce que connaissait l'Europe au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire aucune législation du travail, des salaires qui permettent tout juste de pouvoir assurer la subsistance, le travail des enfants, des horaires de travail sans limite. Tiens, au milieu du 19e siècle, la journée de travail était de 12 heures. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans tous ces pays, pour ces 6 milliards de terriens qui subissent cette exploitation de notre art. Face à cette concurrence victorieuse, donc, les bourgeoisies capitalistes doivent essayer de préserver un certain nombre de leurs profits, et donc ils sont obligés de retirer à leur population ce qu'elles ont été amenées à obtenir en termes de salaire, de protection sociale, leur permettant un niveau de vie convenable eu égard aux énormes possibilités créées par les avancées spectaculaires dans la connaissance des lois de la nature qui ont été réalisées depuis une trentaine d'années. Alors, c'est vrai que ce niveau de vie n'a strictement aucune mesure, et sans aucune mesure avec celui des 6 milliards de terriens qui vivent donc dans l'extrême pauvreté. Comment, comme il est clair que cette politique de régression ne peut se mener avec l'accord des populations concernées, dans un cadre démocratique donc, il faut l'instaurer de manière autoritaire, dictatoriale, totalitaire. L'Union européenne est la réponse à cette nécessité. C'est ainsi que les commissaires, sans aucune légitimité démocratique, décrètent des directives qui doivent être appliquées sous peine de sanctions financières dans tous les États, contrôlent les projets de budget des États, imposent des politiques de régression sociale, appelées par euphémisme politique d'austérité ou politique de rigueur, amplifiées par le nouvel organisme lui aussi au-dessus de tout contrôle, qui est en train d'être créé avec l'aval obligatoire des États que l'on appelle le mécanisme européen de stabilité. L'euro est l'arme décisive, monnaie unique gérée par un organisme autonome, indépendant du contrôle de tout État, la Banque centrale européenne. La disparition des États-nations souverains et le passage obligé. L'interdiction de la liberté d'expression, l'outil indispensable pour faciliter l'installation de populations immigrées de plus en plus nombreuses à côté des populations autochtones, parfaitement instruites, elles, émancipées et viscéralement attachées aux libertés, aux droits de l'homme, à la démocratie et pour la France, en plus, à la laïcité. Valeurs, si l'on veut qu'elles pratiquent comme elles respirent,
pour y avoir goûté et participé en permanence à leur développement et donc susceptibles de résister. Installation donc de populations immigrées qui, elles, sont très éloignées de la connaissance idéologique et pratique des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie et a fortiori de la laïcité. Des populations fortement endoctrinées, pour la grande majorité d'entre elles, comme nous l'a montré Pascal Illout, par la religion musulmane fondée sur le principe que la loi de Dieu, exprimée entre autres par le Coran, doit être totalement appliquée par les hommes. Population donc plus apte à supporter le totalitarisme de Dieu, d'autant plus facilement que celle-ci ne s'opposera pas frontalement au dogme islamique. Comment ne peut-on pas constater la réalité de ce que j'explique? Qui peut ignorer ce que le peuple grec est en train de subir? Alors face à ce processus politique mené en France par le président Nicolas Sarkozy et sa majorité, quelle est la position du candidat de l'opposition présenté comme susceptible d'être élu, le candidat du Parti socialiste? A-t-il une réaction par rapport à ce qui se passe en Grèce? Pas du tout. On notera d'ailleurs que le ministre des Finances du gouvernement grec de liquidation est M. Evangelos Venizelos, un des principaux dirigeants du Parti socialiste grec. Demande-t-il l'outil de destruction, dénonce-t-il l'outil de destruction, dénonce-t-il l'outil de destruction des acquis sociaux et démocratiques à la disposition du capital, qu'est l'Union européenne et ses dispositifs? Pas du tout. Dans un communiqué à propos de l'accord obtenu lors du sommet européen du 30 janvier, le PS explique: face à un tel défi démocratique, c'est la règle d'or de la démocratie européenne qui est bafouée. Nous expliquons par là que l'Union européenne serait l'exemple le plus achevé de la démocratie. Faut-il rappeler qu'il a voté avec l'écrasante majorité des parlementaires de son parti pour l'adoption du traité de Lisbonne, annulant ainsi le vote massif des citoyens au référendum de 2005. Mène-t-il un combat déterminé contre le mécanisme européen de stabilité? Pas du tout. Il a voté avec la plupart de ses députés, des députés du PS. Il s'est abstenu avec la plupart des députés du PS lors du vote il y a quelques jours, qui viennent de l'adopter au nom de la France. Envisage-t-il de faire reculer la finance, comme il dit? Pas du tout. Ne vient-il pas de déclarer: la gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert le marché à la finance et à la privatisation pour assurer la cité. N'est-ce pas le pendant du fameux « Mon programme n'est pas socialiste » de Lionel Jospin en 2002? Rappelons que son directeur de campagne, M. Moscovici, est vice-président du Cercle de l'Industrie, qui représente les intérêts des trusts français à l'échelle européenne et au sein desquels on trouve toute une série de PDG, Air Liquide, ADS, Saint-Gobain, des directeurs des opérations du groupe Publicis, toute une palette d'administrateurs de banques et de grandes entreprises. Entend-il protéger la liberté d'expression? Pas du tout. Ses porte-paroles, ses alliés, les associations autoproclamées antiracistes liées au PS, comme SOS Racine, mènent un combat de chien de garde contre tout propos qui sortirait des rails du politiquement correct, concernant notamment l'immigration et l'islam. À l'image du procès intenté à riposte laïque, la polémique sur la halal et ou les irritations particulièrement grossières de M. Mélenchon. Entend-il limiter et contrôler l'immigration? Demander aux immigrants de s'intégrer et d'adopter les valeurs de la République française? Pas du tout. Il est hautement significatif qu'il ait choisi comme directeur de cabinet M. Fawzi Lamdaoui, citoyen algérien et en même temps citoyen français, qui explique que le concept d'intégration est un concept archaïque, hérité de la période coloniale. Alors, est-ce que je vais voter pour François Hollande? Pas du tout.